Lionel Jospin est mort. Mais non. Lionel Jospin est mort. 88 ans. Lionel Jospin est mort et c'est Marine Lançon qui me le dit. Donc c'est évidemment une information très importante que... C'est contre moi. Évidemment, Elisabeth va donner son analyse de ce qui s'est passé hier. Donc Lionel Jospin, c'était le premier secrétaire du Parti socialiste en 1981, lorsque François Mitterrand est devenu président de la République. C'était un ministre de l'Éducation nationale important. C'était lui qui était à Creil en 1989, et on se souvient effectivement de sa position. Mais c'est surtout, et c'est ça qui est terrible le jour de sa mort, c'est-à-dire qu'il restera de Lionel Jospin le 21 avril 2002, lorsqu'il dit je me retire et je me retire de la vie, voilà, et j'acte parce que c'est celui qui en 2002 permettra à Jean-Marie Le Pen d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est vrai qu'il y avait une dispersion des voix de gauche. Et notamment, il y avait la candidature de Madame Taubira et Jean-Pierre Chevènement. Mais ce qui est terrible pour cet homme de gauche, c'est lui également qui avait dit le droit d'inventaire. Hein, si vous vous souvenez, le droit d'inventaire de François... Exactement, et le petit théâtre antifasciste. Mais ce qu'il restera de lui, et c'est ça qui est le plus terrible, parce que c'était une carrière politique de haut niveau quand même. Il a été Premier ministre, rappelons-le, avec des résultats. Premier ministre de cohabitation après la fameuse dissolution de 1997 de Dominique de Villepin jusqu'en 2002. Et puis il y a la séquence célèbre lorsqu'il attaque évidemment Jacques Chirac sur son âge. On a repassé la semaine dernière lorsque Gérard Leclerc lui pose la question et que Jacques Chirac dit au début ça m'a fait rire et puis après ça ne m'a pas fait rire du tout. Donc ça avait été une campagne qui n'avait pas été très bonne. Ils n'avaient jamais voulu imaginer que le Rassemblement national, les socialistes, soient au deuxième tour. Et il est mort aujourd'hui à 88 ans. Et puis c'est également l'époux d'une femme importante dans la société française qui est académicienne. Madame Agazinski. C'est une image c'est une image d'une certaine gauche qui a disparu. Oui. C'est une image d'une gauche plus austère, plus sérieuse. Oui. On disait, il s'était présenté lui-même en disant je suis un austère qui se marre. Oui. On ne le voyait pas beaucoup se marrer, mais c'était une image d'une autre gauche qui ne transigeait pas. Ah non. Avec Créteil, excusez-moi. Mais... Non mais pardon, c'est Creil. Créteil, ça a été le début de tout. C'était Creil. C'est ça que moi je retiens. Elisabeth Lévy. D'abord, c'est ça que je retiens. Malheureusement. C'est ça que je retiens, moi, de Lionel Jospin. C'est le début de la communautarisation de la gauche ou de l'acceptation par quelqu'un qui était la vieille gauche de la communautarisation. Je peux dire un mot quand même justement sur les élections parce que... Mais d'ailleurs, certains y verront un symbole qu'ils meurent ce matin. Bien sûr. Bien sûr, c'est une certaine gauche aussi qui meurt. C'est pas la seule... C'est aussi à ce moment-là que la gauche a commencé à devenir le parti des bourgeois. Vous avez parlé de paupérisation, c'est vrai pour une partie, on voit à Paris, mais à Paris, les faubourgs, enfin les quartiers les plus pauvres votent plutôt LFI. En réalité, les centres-villes des métropoles, ils sont pas encore, si vous voulez, ils n'ont pas encore complètement changé. C'est des bourgeois et c'est beaucoup de ces néo-bourgeois qui cumulent les bons revenus et la bonne conscience. Donc, qui vote quoi? Qui vote LFI? Qui vote PS. C'est la gauche... à Paris, excusez-moi, Paris est un très bon exemple. Paris n'est pas encore une ville pauvre. Mais vous vous trompez, Elisabeth, pardonnez-moi, j'ai l'impression que votre analyse, c'est la chanson de Renaud, Les bobos de Renaud, mais elle a 20 ans. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Le Vélier, Billard ? C'est des pauvres aujourd'hui. Il y a une paupérisation. Il y a une paupérisation très grande de Paris. Ce que vous dites là, c'est la sociologie de la chanson Les Bobos, avec la célèbre chanson Ils s'habillent chez Zadig et Voltaire, etc. Donc ça, c'était les bobos riches. Bon. Mais les bobos, ils ne sont plus riches aujourd'hui. Ils sont pauvres. Je crois, mais bon. Oui, mais les bobos riches, les bobos riches, ils votent pas Emmanuel Grégoire, j'en suis pas certain. Enfin, moi, en tous les cas, ils ont voté peut-être pour Nazel. J'ai vu dans le 4e, j'ai regardé les résultats, je peux vous dire, c'est pas un arrondissement très pauvre. Ça, c'est la première chose qui me frappe. La deuxième chose, c'est le rétrécissement ethnique de LFI, qui est en train peut-être de perdre son public de jeunes, peut-être un petit peu, je ne sais pas. Ça, on peut le voir, le rétrécissement communautaire. Et ce qui m'a quand même frappé, c'est la droite. J'entends Gérald Darmanin dire « Nous n'avons rien à voir avec le RN ». Ah bon? Première nouvelle. Mais ce qui m'a quand même frappé, c'est que la rupture avec le RN aujourd'hui à droite, le rejet du RN, il ne se fait pas sur la morale, il se fait sur l'économie. Bon, Gérald Darmanin, pardonnez-moi de le dire comme ça a été une nouvelle fois le meilleur hier. Hein. Il a tout compris, Gérald Darmanin. Il a parlé sécurité,
et social. Et c'est les deux thèmes qui seront au cœur de la présidentielle, sans doute. Comment social avec la paupérisation de la France et sécurité parce que les Français le demandent. Mais revenons à Lionel Jospin parce que c'est évident. D'abord, c'est une certaine époque. On l'a dit, c'est un adversaire de Jacques Chirac. C'est quelqu'un qui a failli être président de la République. Quand je dis a failli, souvenez-vous... Il était favori. Mais il était favori, parce que la période de cohabitation est plutôt réussie sur le plan économique. Oui, il fait en 2002. Il fait les 35 heures quand même. Oui, qui laissera effectivement... Mais oui, ça le rend populaire, mais disons que voilà, les non, mais le résultat économiques économique était très bon. Et s'il n'y a pas cette dispersion de voix qu'il y a au premier tour, parce que précisément il y a Taubira, il y a Chevènement, sans doute que Après, Jacques Chirac il passe à côté sur les sujets de sécurité dont vous venez de parler. On sait que la campagne de 2002 a été largement consacrée à ces questions-là. Il passe totalement à côté. Il le paye aussi sans doute. D'ailleurs, rappelez-vous cette séquence dont on a parlé. Il se rit quand on lui soumet l'hypothèse qu'il ne soit pas au second tour. C'est John-Paul Lepers qui lui posait la question. Et il dit mon imagination est assez grande, mais elle a des limites. Et puis il y a une autre séquence très célèbre. Quand vous êtes Premier ministre sortant, c'est que visiblement vous n'avez pas fait une très bonne campagne aussi. Bien sûr. Il y a une autre séquence célèbre où Jean-Marc Ayrault, qui était un des piliers de Lionel Jospin, ils sont dans une réunion et je ne sais plus qui dit attention, il y a la montée du Rassemblement national et Jean-Marc Ayrault, qui était un visionnaire, comme chacun sait, écarte ça en disant ce n'est pas possible et ça n'arrivera jamais. Donc c'est un moment évidemment important de la société française. Alors, on a parlé de Sylviane Agacinski, qui est son épouse. Il y a également sa fille, qui est Eva Jospin, qui est artiste, je crois, plasticienne. Elle expose en ce moment au Grand Palais. Donc on peut avoir évidemment une pensée pour lui, pour sa famille et pour cet homme politique vraiment important qui venait de l'extrême gauche. Il était trotskiste. Qui était trotskiste, mais qui incarne... qui était revenu de l'extrême gauche. Qui était revenu de l'extrême gauche. Il incarnait il en revenait. Une forme quand même économiquement de sérieux. C'est aussi l'homme de l'État ne peut pas tout au moment de Renaud Villevort. Il lui a été tellement reproché. Il lui a été énormément reproché. Mais c'est-à-dire qu'il ne... Voilà. Et son épouse est vilipendée par les woke. Oui, ça. Oui, bien sûr. Elle est une femme remarquable, Sylviane Agacinski, très courageuse. Exactement. Très loin d'Olivier Faure, quoi. Mais Sylviane Agacinski, qui il y a quelques mois n'avait même pas pu aller à Bordeaux pour une conférence dans une université où on reçoit d'ailleurs Jean-Marc Rouillant, un des terroristes d'Action Directe. Jean-Marc Rouillant, il a le droit d'aller. Alors je ne sais plus si c'est Montaigne 2 à Bordeaux ou une quelconque université, mais Madame Sylviane Agacinski, elle... Jean-Marc Rouillon, c'était sur les violences policières. Oui. Attention. Oui. Un type d'action directe qui vient vous entretenir des... Le grand philosophe Jean-Marc Rouillon... Mais c'est intéressant quand même parce que, vous savez, on parle souvent de la gauche de gouvernement, de la gauche républicaine. C'est vrai qu'on entend ça dans la bouche de tout le monde et ça ne veut pas dire grand-chose. Lionel Jospin, c'était peut-être le dernier, avec François Hollande, avant qu'il se fasse élire avec la France Insoumise et le Nouveau Front Populaire, qui représentait ça, cette gauche républicaine, cette gauche de gouvernement, cette gauche qui dit quand même le théâtre antifasciste qu'on a vu quand même ces dernières semaines, avec des alliances contre nature, contre des candidats divers centres, divers droites. Il l'a un peu Richard Millet. Richard Millet. Déjà entre François Hollande et Lionel Jospin, du point de vue de la culture, du point de vue intellectuel. L'un était un homme cultivé qui lisait, François Hollande, je pense, ne lit rien. Voilà. Il le dit d'ailleurs. Il y a eu aussi la position de Lionel Jospin. J'adore Richard Millet parce que c'est toujours assez bref et assez synthétique ce que vous dites, mais en fait c'est juste. C'est-à-dire que évidemment personne ne contrastera l'intelligence de François Hollande, mais ce ne sont pas les mêmes hommes. C'est-à-dire qu'il a un rapport à l'écriture, à la littérature, à la fiction, qui n'est pas le même que François Mitterrand, évidemment, ou que Lionel Jospin. Non, mais il y a une autre différence de ce point de vue-là, c'est que François Hollande le dit, qui n'a aucun rapport à la littérature. Et il y a une époque, même si vous n'avez pas de rapport à la littérature, vous ne le disiez pas. Ça ne se faisait pas en France. Il y avait une sorte de honte un peu. Non, Hollande, il l'assume, il le dit, bon ben voilà. Évidemment, Jospin était d'une toute autre école, ça, évidemment. Tu ne dragues pas les lecteurs en lui disant que donc, je l'ai dit, premier secrétaire du Parti socialiste. Il était député de Paris, député du Parlement européen, député de la Haute-Garonne, ministre de l'Éducation nationale. Et entre 88 et 91,
Et c'est vrai qu'il n'a pas été très brillant sur l'affaire de Creil. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu. C'est catastrophique. Et oui, ils n'ont pas vu. Non, mais les deux gauches sont nés à cette époque. Oui, c'est vrai. Il y a eu deux gauches, et en fait, il y a quand même eu des gens de gauche qui ont eu le réflexe, le bon réflexe tout de suite. Et Creil qui bascule LFI. Mais bien sûr, André Valigny est avec nous. André Valigny, d'abord André Valigny, je vous ai pas vu la semaine dernière et croyez-moi, je vous ai cherché, André Valigny, parce que il est avec nous, André Valigny, il m'entend, André Valigny. On me dit qu'André Valigny est avec nous. Oui, je suis là. Ah, mais je vous vois pas. Ça, j'ai l'impression d'être. Ah, je vous ai cherché la semaine dernière parce que vous m'aviez dit qu'il n'y aurait pas d'alliance. Il n'y a eu que des alliances et même votre ami François Hollande a demandé l'alliance à Tulle. Bon. Ah oui, vous n'étiez pas, bien sûr. Je vous vois faire la grimace et vous avez bien raison parce que même si vos amis vous lâchent, c'est terrible. Mais bon, vous avez vu qu'hier. Toutes ces alliances-là n'ont pas été validées par les électeurs. Mais en revanche, vous avez travaillé avec Lionel Jospin et au-delà de l'homme politique, c'est peut-être l'homme à qui vous avez envie de rendre hommage, ce qui est la moindre des choses ce matin lorsque un homme s'en va. Oui, je suis infiniment triste de cette annonce. Là, j'ai appris ça par votre bouche. Là, il y a quelques minutes, je regardais votre émission. Et je suis vraiment affligé parce que j'aimais beaucoup Lionel Jospin. Quand je dis que je l'aimais beaucoup, le mot n'est pas le bon. J'avais beaucoup de respect pour lui. Il était pour moi un peu comme la statue du commandeur. C'était la référence majeure. J'ai perdu mes 3 mentors. Moi, j'ai eu 3 mentors dans la vie politique. Gisèle Halimi, dont j'ai été l'assistant parlementaire, qui est décédé il y a quelques années. Robert Badinter, dont j'étais très proche. Et aujourd'hui, Lionel Jospin. Et Lionel Jospin, pour moi, c'était la rectitude, c'était la morale incarnée, c'était la rigueur, c'était l'honnêteté. Vous avez rappelé à l'instant qu'il avait dénoncé le petit théâtre antifasciste en 2002, parce qu'il est vrai qu'il n'y avait pas de danger d'élection de Jean-Marie Le Pen. Il n'était dupe de rien, Jospin. Et il était très attachant, parce que même s'il était rigoureux et un peu austère, c'est vrai, il avait une qualité humaine, une profondeur dans ses relations et il n'était pas indifférent, il s'intéressait vraiment aux autres. Je suis vraiment très, très triste ce matin, surtout que je ne le savais pas malade, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors vous avez dit évidemment que vous avez perdu vos 3 mentors, avec un O qui n'y est pas évidemment d'interprétation et non pas menteur, vos 3 mentors. Mais peut-être la chose la plus importante, on ne l'a pas dite encore concernant Lionel Jospin et elle dit beaucoup de choses, il était protestant. Oui, ce qui participe de sa rectitude, de sa rigueur. On sait que les protestants sont des gens plutôt austères, qui détestent la démagogie, et il était comme ça. Il était protestant de toutes les fibres de son corps, même si je ne suis pas sûr qu'il pratiquait, mais il avait été fabriqué comme ça. C'était un protestant rigoureux et infiniment respectable. Oui, je pense que là-dessus, on sera tous d'accord pour souligner une éthique, une morale, un rapport à la politique, ce qui ne l'a pas empêché de se tromper, mais tout le monde s'est sans doute plus ou moins trompé, mais en 89... Nous n'avons pas vu, certains n'ont pas vu en tout cas, ce qui se passait avec Creil et il fallait sans doute avoir un discours d'assimilation. Nous avons eu un discours « venez comme vous êtes » et aujourd'hui vous en voyez les conséquences. Vendredi soir, d'ailleurs j'ai été très frappé parce que très peu de chaînes ont montré ça, c'était la fête de l'Aïd. Bon, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Vous avez une très grande partie de nos concitoyens aujourd'hui, de nos compatriotes, qui ont célébré la fête de l'Aïd, et je ne leur reproche pas du tout, mais c'est pas les mœurs, la coutume, la tradition et l'histoire française. C'est tout ce que je souligne. Donc après, on peut avoir sur le communautarisme, on peut envisager ou avoir une forme de défiance parce qu'on sait que les sociétés multiculturelles parfois deviennent multiconflictuelles, André Valigny. Et on juge un homme d'État à ce qu'il a dit. Et à son côté visionnaire. Et manifestement, Lionel Jospin, de ce point de vue-là, n'a pas vu ce qui allait arriver. Il n'est pas le seul.
Oui, mais ça vient du fait que la population a changé. Il y a eu beaucoup d'immigration depuis une vingtaine d'années, beaucoup plus aujourd'hui qu'en 89 d'ailleurs. Et on ne peut pas reprocher aux gens qui arrivent d'ailleurs de vouloir continuer à pratiquer leur religion. Enfin, les catholiques ont le droit de pratiquer leur religion et d'aller à la messe. On ne peut pas reprocher aux musulmans de pratiquer leur religion et de fêter l'Aïd. On ne reproche rien. On ne reproche rien. Il y a deux manières de vivre ensemble. Soit à Rome, vit comme les Romains. Soit effectivement, viens comme vous, soit viens comme vous êtes. Viens comme vous êtes. Vous n'allez pas forcer les musulmans à se convertir au catholicisme. Je vous assure, je ne cherche à convaincre personne. Je suis factuel. Je dis simplement que les sociétés multiculturelles sont parfois multiconflictuelles et que ça pose des problèmes extrêmement importants lorsque la religion déborde dans la vie civile et que nous avions réglé le problème en 1905. C'est tout ce que je dis. Le nombre. Ni plus ni moins. Il ne faut pas qu'elle déborde dans la vie civile, évidemment. Chacun est libre de pratiquer son culte. La foi ne doit pas dicter la loi, mais la loi doit respecter la foi. Donc, que les musulmans veuillent pratiquer. Vous savez, il y a des millions de musulmans qui fêtent l'Aïd et qui sont parfaitement intégrés, qui travaillent. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je vous assure, il y a aucun souci là-dessus. Je constate qu'en 1989, il n'a pas vu ce qui se jouait à ce moment-là, et que ce qui est intéressant, c'est que d'autres l'ont vu. C'est-à-dire que Finkielkraut, Elisabeth Badinter avaient fait cette fameuse... Régis Debray avait fait cette fameuse... Exactement, avait fait ce fameux article dans le Nouvel Obs, où certains, c'était il y a 30 ans, plus de 30 ans, 37 ans, mettaient en danger sur ce qui nous arrivait. C'est ça que je veux dire. Donc le Munich de l'école républicaine. Voilà, le Munich de l'école républicaine. Ils adjuraient Lionel Jospin de ne pas céder. Bon, merci beaucoup André Valigny. Vous avez peut-être une remarque à faire sur ce qui s'est passé hier soir, par exemple à Tulle. François Hollande, est-ce que vous condamnez votre ami François? Non mais, bien sûr que c'est cruel, mais écoutez, il y a un moment, vous venez régulièrement sur notre plateau, on a des échanges. Moi, vous m'expliquez que la gauche républicaine ne fera pas d'alliance avec LFI, et François Hollande, qui a été président de la République, l'a fait. Je n'y peux rien, André Valigny. Non, je n'avais pas annoncé qu'elle ne ferait pas d'alliance. Moi, je ne suis pas devin. J'avais noté que lors du débat budgétaire, le PS s'était émancipé de la France insoumise. Force est de constater que ça n'a pas été le cas au municipal. Je le regrette, mais je note avec intérêt que dans beaucoup de villes où l'alliance a été faite, on a perdu, et qu'en revanche, à Paris, on a gagné contre Mme Chikirou, à Lille aussi, à Rennes aussi, à Montpellier aussi. On a gagné contre LFI, malgré LFI dans ces grandes villes. André. Et à Lyon, c'était un écologiste qui avait LFI. Oui, Lyon, Nantes. André, encore un effort. Ouais. Bah, c'est ce que je dis. Vous y êtes c'est ce que je dis. Un petit effort. Les alliances avec, mais je le dis, les alliances avec LFI n'ont pas marché dans la plupart des cas, sauf à Nantes. En revanche, dans beaucoup de grandes villes, on n'a pas fait alliance, on a gagné. Bon, on va essayer de joindre Julien Drey, qui, à mon avis, pourrait réagir. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui vient de réagir. Qui vient de réagir au décès de Lionel Jospin. Il dit « J'apprends avec tristesse le décès de Lionel Jospin. Ce fut un modèle d'exigence et de travail. Il restera l'homme des 35 heures, de l'alliance rouge-rose-vert, du refus de toucher à l'âge de départ à la retraite et une présence intellectuelle dans un univers qui partait à la dérive. » Il rappelle qu'il a été son ministre de l'enseignement professionnel. La gauche plurielle. C'était effectivement la gauche plurielle. Bon, merci beaucoup André Valigny et bonne journée du côté... vous êtes où là en ce moment? Je suis à Paris, j'étais sur CNews hier soir. Ah bah oui, vous étiez sur CNews hier soir, vous n'êtes pas reparti, mais vous pouvez venir nous voir hein, si vous voulez. Hein. Venez. Hein, on est ensemble jusqu'à 11h et je ne doute pas, et même, j'aime pas vous donner des ordres, mais je pense que ça serait bien que vous veniez. Mais vous savez ce que vous faites, André Valigny? Vous prenez un petit Vélib. Vous demandez un petit Vélib et vous pédalez, vous venez jusqu'à nous. Vous venez jusqu'à nous. Le RER. Vous prenez... Ah oui, si vous voulez, si vous prenez le RER. Si je peux ajouter une chose sur ce qu'a dit Mélenchon. Oui. La gauche plurielle, ça ne peut marcher que si le PS est dominant. C'est ça la grande différence. Oui. Là, la gauche plurielle avec LFI qui est dominant, ça ne peut pas marcher, la preuve. C'est pas la même en tout cas. Mais non, pas du tout. C'est pour ça que ça marche pas. Oui, enfin non. Bah oui. Non, mais c'est ce qu'on disait, la gauche plurielle. Il faut que quelqu'un plume la volaille. Exact.
Jules Torres. Un autre Premier ministre socialiste, Emmanuel Valls, avait théorisé les deux gauches irréconciliables. Et c'est un petit peu ce que pensait aussi Lionel Jospin. Quand il a vu Jean-Luc Mélenchon, à partir de la fin des années 2010, commencer à prendre ses distances avec le Parti socialiste, avoir une gauche qui est beaucoup plus brutale, l'inverse de la gauche de gouvernement qu'on voit aujourd'hui. Et je pense que Creil, c'est le parfait symbole aujourd'hui. Creil, hier soir, est passé au sein de la France insoumise. C'est une bascule qui est extrêmement symbolique. C'est après 37 ans après l'affaire de Creil, je trouve que c'est quand même un vrai tournant pour la politique française. Il y a quand même quelque chose. Elisabeth Lévy. Je voudrais revenir un tout petit peu sur le dialogue avec notre cher André Baligny. Il y a quand même quelque chose d'un peu religieux dans sa défense, c'est-à-dire l'idée qu'on pourrait mettre en cause effectivement une façon de pratiquer une certaine religion. C'est pas possible. Je pense qu'il est vraiment sincère, mais ça veut dire que la gauche ne bougera pas là-dessus. Il y a une espèce de... Vous savez, hier, le mot générosité revenait tout le temps. Et finalement, la gauche se définit par des valeurs sentimentales maintenant. Alors, c'est pas gentil d'empêcher les gens. Oui, alors, pour répondre d'ailleurs à la petite discussion que nous avions tout à l'heure sur la paupérisation, parce qu'un des facteurs majeurs de la France, c'est quand même sa paupérisation depuis... Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, vous le savez. Je ne crois pas que ça soit la paupérisation. Écoutez, selon des données citées dans le débat à Paris, 50% des ménages parisiens vivraient avec moins de 2500 € par mois. À Paris, si vous vivez avec moins de 2500 € par mois, à Paris, je le répète, où le moindre studio à la location doit être entre 800 et 1000 €, vous êtes en très grande difficulté. Non, vous êtes en logement social. Je ne dis pas que ça n'a pas d'importance. Je vous rappelle juste que le jour de l'élection au premier tour du maire de Saint-Denis, ils ont scandé « Nous sommes tous des enfants de Gaza » et pas « Nous sommes tous des smicards ». Oui, parce que la paupérisation... Donc je pense que la paupérisation est un élément évidemment à prendre en compte, mais secondaire par rapport à l'élément ethnique. Le clivage ne se fait plus sur cette question-là. Il y a le nord-est de Paris où quand vous allez vous promener, vous voyez de la paupérisation, vous la voyez dans la rue. Olivier de Lagarde. Il y a le 4e arrondissement, il y a le centre de Paris, où là, il y a le 7e, où on est autour de Sciences Po. Mais le nord-est, c'est la paupérisation qui vous saute aux yeux. Il n'y a pas autre chose qui vous saute aux yeux. C'est la sociologie, évidemment, la démographie. Moi, j'y habite. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Olivier de Lagarde. Je pense qu'effectivement, ces étudiants à qui on a dit vous allez faire des études supérieures, et vous savez qu'en France, je crois que j'avais vu ces statistiques, on forme la moitié des étudiants en sociologie dans le monde. Donc vous avez des étudiants en bac+5 de sociologie qui se retrouvent sur le marché du travail, qui ne trouvent pas de travail, qui n'ont rien à faire. Et c'est de la chair à canon pour les filles. Revenons à Lionel Jospin, puisque c'est d'ailleurs, il y a parfois des morts symboliques. Que Lionel Jospin meurt au lendemain d'une élection municipale qui a vu hier la gauche souvent en difficulté, en tout cas la gauche telle qu'il l'a connue en difficulté. Certains pourront y voir, pourquoi pas, un signe. Alors, on a parlé de l'élection présidentielle de 2002. On se souvient également qu'il a été candidat à l'élection présidentielle de 1995 face à Jacques Chirac, qu'il avait perdu cette élection assez largement. Oui, mais honorablement. Honorablement, exactement, avec une campagne qui avait été... Ça avait été une surprise, d'ailleurs, qu'il soit aussi haut. Il y avait un débat entre Jospin et Chirac qui est sans doute le débat qui est le moins resté dans les histoires, dans les annales. C'était le plus civil. Voilà, de la Ve République. C'était un débat... Je ne sais même pas s'il en reste une comparaison avec Mitterrand-Chirac, c'est vrai que c'était un peu en dessous. J'en ai pas une en tête. Et ce qui est resté de ce débat, curieusement, c'était ce qu'il y a eu après. Les caméras ont continué de tourner. Et quand ils s'arrêtent tous les deux... je crois que Jospin et Chirac, Jospin dit, bon, on a été très bien, oui, parce que Chirac dit, on ne s'est pas engueulé, les Français détestent ça. Alors c'était vraiment... Et Chirac dit, évidemment, les supporters adorent ça, mais les Français n'aiment pas. Et il y a effectivement cet échange. Et puis, donc, il est arrivé en tête au premier tour. Il était arrivé en tête au premier tour. Alors, 95, on rappelle quand même que 95, c'est le droit d'inventaire. C'est François Mitterrand qui quitte, on est en mai 95, qui quitte il y a 14 ans de François Mitterrand. C'est le tour de Jacques Chirac. On rappelle évidemment la présidentielle de 95, avec Balladur qui était devant, manger des pommes, Chirac... Une sorte de cohabitation. Et les drapeaux le jour de son élection ? Les drapeaux...
Il y a beaucoup de drapeaux. Il a été accueilli par une forêt de drapeaux qui n'étaient pas tous des drapeaux français, rappelez-vous. Non, ça c'est 2002, chers camarades. En 95. C'est 2002 à la Bastille. 95, c'est à la Concorde. Et effectivement, c'est un souffle en 95 parce que tu sors de 14 ans de 2002, Mitterrand. c'était pas la République. Donc comment ? C'était pas la République 2002 C'est 2002 la République. Oui, c'est ça. Oui, j'ai dit la Bastille. Oui. C'est la République où effectivement Chirac vient avec son manteau et Bernadette est à côté et il y a effectivement c'est la droite de gauche. des drapeaux. Bon, 95, donc 95-97, c'est Juppé. Chirac le meilleur d'entre nous. Voilà. Chirac, le crash de 97. Chirac n'avait pas choisi Philippe Séguin et il a eu grand tort, sans doute. Et puis 97, le phare de la pensée, qui est Dominique de Villepin, propose une dissolution et avec les résultats qu'on connaît. Et la gauche arrive. Et c'est sans doute une des périodes de la gauche les plus efficaces. C'est ça, hein, peut-être le paradoxe. Oui, bien sûr. Les 5 ans, d'ailleurs, on pourrait retrouver son... il gagne les européennes de 1999. Exactement. Le sémillant François Hollande. Ouais. Et ensuite, Lionel Jospin fait un certain nombre de réformes, un certain nombre de privatisations, qui, les municipales, 20 ans plus tard, montreront que... Et les municipales de 2001 aussi. Vous allez voir, vous allez me dire que c'est anecdotique, mais... Olivier de Lagarde. Où la France gagne la Coupe du Monde de football. C'est vrai. Pourquoi c'est pas anecdotique ? Parce que l'époque, c'est Black Number. Ouais. Et l'affaire de Creil, elle arrive sur ce terreau-là. Ce qui pourrait peut-être expliquer aussi pourquoi, à l'époque, quelqu'un comme Lionel Jospin ne va pas forcément se méfier, ne va pas voir le communautarisme qui pointe, parce qu'on est un petit peu dans le monde des bisous. Mais Creil, c'était mais alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que vous venez de me faire penser à un événement majeur du gouvernement Jospin. C'est lorsqu'il est au Stade de France, que la Marseillaise est sifflée et qu'il ne bouge pas. En 2001 ? Et là, non, c'est une finale de Coupe de France ce soir-là. Je crois que c'est je crois que c'est Bastia peut-être. Lorient. Donc il y a une finale de Coupe de France. Bastia-Lorient. Oui, il y a une finale avec et il y a une petite polémique qui se met en place parce que Jospin ne bouge pas de la tribune présidentielle. Il ne bouge pas. Et effectivement, lorsque Jacques Chirac reviendra au Stade de France et que la Marseillaise sera sifflée, lui... Là, contre l'Algérie, là. Exactement. Lui quittera... C'était France-Algérie. Le match dont vous parlez, c'est France-Algérie. Lionel Jospin n'a pas bougé. Voilà. C'était donc en 2001. Donc c'est en 2001. Ouais. Et il ne bouge pas. Et c'est au match de Coupe de France que Jacques Chirac sortira. En 2002. Donc voilà, c'est en 2002. Mais là, vous avez parfaitement raison. Et ça avait été une polémique qui avait... qui était née. Alors, je vous donne quand même le gouvernement... le premier gouvernement de Jospin, du 4 juin 1997 jusqu'à 2000. Alors vous avez Martine Aubry, de sinistre mémoire, puisque c'est elle qui a paupérisé la France, entre autres avec ses 35 heures, qui est un drame. 35 heures, c'est un drame. Ça fait partie du drame français. C'est le début de la catastrophe économique. Le garde des Sceaux était Elisabeth Guigou, Claude Allègre était ministre de l'Éducation nationale, Jean-Pierre Chevènement était ministre de l'Intérieur. Jean-Pierre Chevènement qui se présentera contre lui. Hubert Védrine était ministre des Affaires étrangères, c'était un Mitterrandien. Ministre de l'Économie, c'était Dominique Strauss-Kahn. Il n'était pas passé par une chambre à New York encore. Ministre de la Défense, c'était... non mais il faut dire les choses comme elles sont. Je veux dire... Voilà, on voit où sont ces gens après, ce qu'ils ont fait, et on peut juger leur parcours. Ministre de la Défense, c'était Alain Richard. Ministre de la Culture, c'était Catherine Trottmann. Qui vient d'être élu à Strasbourg. Louis Le Pincet, qui était ministre de l'Agriculture. Ministre de l'Environnement, c'était Dominique Voynet, de sinistre mémoire, puisque c'est elle qui a vendu... Superphénix, hein. Bien sûr, qui a vendu le nucléaire aux Allemands, si j'ose dire. En tout cas, et c'est dans cette... arrêté Superphénix. Bien sûr. Et puis après, Marie-Georges Buffet était ministre des Sports. Oui, alors justement, qui a laissé plutôt un bon souvenir, Marie-Georges Buffet. Mais alors simplement sur le match France-Algérie, il faut préciser, Jacques Chirac n'était pas au Stade de France. Il y avait uniquement Lionel Jospin, Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur, Marie-Georges Buffet, ministre des Sports. Quand les sifflets commencent, il ne quitte pas le stade. Quand il y a un envahissement du terrain à la 74e minute, il ne réagit pas non plus. Il est même pris pour cible, visiblement, selon certains récits, par certains individus. Et il dira ensuite,
on a déjà vu ça, on va pas en faire une affaire d'État. Et là encore, il est en dessous de la... Il se rend pas compte en fait de ce qui vient de se produire et de la fracture qui vient de se jouer sous ses yeux. C'est un peu la continuité de Creil dans un autre registre. C'est déjà un peu la même chose. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est dans le premier gouvernement? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est dans le premier gouvernement? Non, je ne l'ai pas vu. Délégué à l'enseignement, il est venu après? Non. un bon ministre. Après, Madame Ségolène Royal était là, ministre de l'Éducation nationale, mais elle était un ministre de rattachement. Elle était un ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire. Oui, parce que c'est Allègre, le ministre. Exactement. Pierre Moscovici, que des gens vraiment qui ont... C'est intéressant parce que dans l'héritage de Lionel Jospin, vous avez quand même beaucoup de conseillers, d'élus qui sont encore aujourd'hui dans les institutions. Je vous interromps parce que Manuel Valls est là. Bonjour Manuel Valls, merci d'être avec nous. Évidemment, lorsqu'un homme décède, un homme de cette qualité, au-delà de l'aspect politique, il y a aussi effectivement l'homme qu'il était, l'homme que vous avez connu et l'homme à qui vous avez sans doute envie de rendre hommage ce matin. Oui, c'est la logique, non parce qu'il y a à la fois un engagement auprès de lui, comme ça a été mon engagement auprès de Michel Rocard, et puis j'ai été son collaborateur pendant 4 ans, entre 1997 et 2001, et donc j'ai forcément aussi beaucoup appris. Donc c'était une formation incroyable auprès d'un homme d'État. Et donc, on pense à ça, on pense à lui, à Liliana Gazinski, à ses enfants, à ses proches et à tous ceux qui l'ont aimé et apprécié. Alors évidemment, il y a ce qui est terrible parfois pour un homme d'État qui a fait des choses importantes dans sa vie, qui a été Premier ministre et qui a été à la tête d'une gauche plurielle, mais il n'empêche qu'il reste parfois une seule chose d'une vie politique et cette chose est terrible pour lui, c'est 2002. Puisqu'il ne parviendra pas au deuxième tour de l'élection présidentielle. Quel souvenir vous avez de ce soir-là? Ce soir-là, j'étais à Évry, puisque j'étais déjà maire, et j'étais donc en charge, comme tous les élus, de l'organisation des élections présidentielles. Et donc, le souvenir, c'est une conversation très brève avec mon ami et son conseiller Aquilino Morel, qui m'a passé Lionel Jospin, parce que j'avais envie de lui adresser un message amical. Vous savez, il y avait quelque chose qui ressemblait à la mort, d'ailleurs, à ce moment-là. La mort politique, la mort pour la gauche, l'humiliation, bien sûr, de l'élimination. Et donc, d'une certaine manière, je ne savais pas très bien quoi dire. Et je l'ai revu, d'ailleurs, le lendemain, au siège du Parti socialiste. Mais il était évidemment touché, parce qu'il sentait bien ce qui s'était en train de se passer. Moi, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui était en train de basculer pour lui et d'une certaine manière pour nous tous, parce que ce 21 avril a compté beaucoup dans l'histoire politique de notre pays. J'égrenais il y a quelques instants tous les noms qui étaient dans le gouvernement Jospin, et au-delà des différences qu'on peut avoir avec les uns et les autres, au-delà aussi des erreurs qu'ils ont pu faire, il y a quand même dans cette équipe une manière différente de faire de la politique, une manière différente de parler. Elisabeth Guigou, Claude Allègre, Jean-Pierre Chevènement, Hubert Védrine, Dominique Strauss-Kahn, quoi qu'on en pense, Alain Richard, Catherine Trottmann, Daniel Vaillant. Il y a là, dans cette liste que j'égrène, effectivement, quand on voit ceux qui font de la politique aujourd'hui, on a le sentiment qu'on n'est pas au même niveau et qu'on s'y tentait, pour reprendre une métaphore sportive, qu'on jouait en Ligue 1. J'ai parfois l'impression qu'on est aujourd'hui en National. On parlait de la Dream Team à l'époque, vous vous rappelez du premier gouvernement de Lionel Jospin. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je vous... Alors sans nostalgie, parce que c'est ainsi, et pas seulement d'ailleurs dans la politique. Oui, c'était un autre monde où tout le monde ne pensait pas être député à 25 ans, secrétaire d'État à 35, Premier ministre à 35 et président de la République à 40. Voilà, le temps était différent, on apprenait, on respectait peut-être davantage un certain nombre de codes, et l'autorité politique d'ailleurs de Lionel Jospin, dans la composition, dans l'animation du gouvernement, aussi dans la gestion de la cohabitation les premières années, parce que il y a eu ça qui a compté, c'était évidemment tout à fait essentiel. Et vous-même êtes resté fidèle d'une certaine manière à une certaine éthique de ce point de vue-là, et on a vu vos prises de position contre Jean-Luc Mélenchon ces dernières heures. Même si dans le même temps, il y a toujours des paradoxes chez les hommes politiques et chez les socialistes en particulier, vous avez apporté votre voix à Emmanuel Grégoire, qui a sur sa liste Daniel Simonet.
mais ça fait partie des grands écarts qu'on voit parfois chez les hommes politiques. Manuel Valls. Je ne sais pas si c'est un très grand écart, mais précisément, je veux, avec votre permission, je vais essayer de pas mélanger les discussions, les débats, même si je comprends tout à fait votre question. Je suis prêt à revenir pour en parler, pour expliquer, pour argumenter de sa manière les résultats de hier soir. Le démontre. Mais oui, mais la politique, ce sont aussi des difficultés, des contradictions à affronter les grands événements. Lionel Jospin a dû affronter la cohabitation ou la gérer, la guerre dans l'ex-Yougoslavie et les bombardements de l'OTAN sur la capitale de Belgrade, les conséquences inouïes, incroyables, qui ont beaucoup compté, y compris dans les résultats du 21 avril 2002, les conséquences du 11 septembre à New York. Donc voilà, quand vous gouvernez, vous apprenez à gouverner toutes les contradictions, mais il faut garder un certain nombre de valeurs et une éthique. Et ça, je l'ai appris et de Rocard et de Jospin, s'il vous plaît. Qui sont tous les deux décédés aujourd'hui et qui incarnent effectivement la gauche française des années 70-80, la prise de pouvoir du 10 mai 81, une génération qui suivait celle de François Mitterrand, parce que Lionel Jospin, c'est la génération qui suit évidemment François Mitterrand, avec des débats à gauche très forts, avec Michel Rocard, bien sûr, qui incarnait une autre gauche. Et puis vous êtes les enfants de cette, j'ai envie de dire, de Lionel Jospin. Vous êtes la troisième génération, si j'ose dire. Merci Manuel Valls. Merci beaucoup d'être intervenu sur l'antenne de CNews. On a vu des photos qui sont intéressantes, d'ailleurs les photos en noir et blanc, où on a vu une très belle photo d'ailleurs avec François Mitterrand, de Lionel Jospin. Je pense que c'est une photo d'ailleurs qui est prise avant l'élection de 1981. Je ne sais pas si on va pouvoir la revoir, cette photo. Et puis on a vu une autre photo avec Laurent Fabius, et lorsque Fabius, qui a été le plus jeune Premier ministre de France en 1984, après Pierre Mauroy. Donc 2002, Lionel Jospin, il vient d'apprendre qu'il ne sera pas au deuxième tour de l'élection présidentielle, que le duel sera entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, et il prend la parole devant les militants. Si au-delà de la démagogie de la droite et de la dispersion de la gauche qui ont rendu possible cette situation, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Vous voyez, ça, alors regardez cette photo comme elle est intéressante. Pierre Mauroy à droite, Laurent Fabius au centre, Lionel Jospin et Michel Rocard à gauche. Donc là, est-ce qu'on est en 81, 82, 83, je ne saurais dire. Mais ces quatre figures importantes de la gauche de cette période-là. On peut imaginer d'ailleurs que Lionel Jospin est à ce moment-là premier secrétaire du PS, c'est lui qui prendra la suite de François Mitterrand. Rocard n'est rien, en tout cas il n'est pas dans le gouvernement de François Mitterrand, et Pierre Mauroy est sans doute Premier ministre à ce moment-là. Elisabeth Lévy ? Juste sur ce qu'on a vu, d'abord c'est quand même le début du théâtre antifasciste qu'il va ensuite dénoncer. Ça commence dans la quinzaine anti-Le Pen de 2002. Les plus jeunes, les moins jeunes ici l'ont vécu, c'était quand même hallucinant. Donc après il l'a dénoncé, mais c'est quand même, ça a été, me semble, comment ? C'est pas lui qui l'a lancé. Non mais ça a été le coup d'envoi de l'antifascisme. Et par ailleurs j'ai aussi un souvenir de cette campagne, c'est qu'ils ont accusé... Ça existait avant l'antifascisme.
chez non, mais Carpentras. 2002, ça n'a pas été 2002, vous vous rappelez? Mais parce que Muret appelait ça la quinzaine anti-Le Pen, c'était totalement oui, ça. mais elle était, comment dire, c'est parce que Jean-Marie Le Pen était pour la première fois au second tour. Mais... Elle existait depuis. D'ailleurs, depuis 97, il y avait eu le congrès de Strasbourg, effectivement, où toute la gauche était allée faire. Il y avait déjà Madame Trottmann. Mais il me semble que là, ça prend 2002. Non, mais elle a raison, Elisabeth. Entre les deux tours, il y a eu des manifestations. Je voulais dire un mot de Jean-Pierre Chevènement. Parce qu'à l'époque, ils ont tous accusé, pas Madame Taubira, mais Jean-Pierre Chevènement. Or, il y avait une véritable, sans jamais accepter qu'il y ait une véritable rupture idéologique qui se faisait sur le patriotisme, sur l'unité nationale, sur la question corse, au demeurant. Oui. Et Jean-Pierre Chevènement... La question européenne aussi. Comment ? Sur la question européenne. Et c'est aussi, disons, la naissance de cette petite gauche républicaine qui tombe, Exactement. grand bien que mal, que sur... Alors moi, je vais revenir Olivier de Lagarde. l'extrait qu'on a vu, Ouais. où Lionel Jospin, le soir de l'élection, annonce qu'il assume et qu'il se retire de la vie politique. Et ça avait été très mal vécu à gauche, qui avait vécu ça comme une forme d'abandon. Mais enfin, quel contraste avec la vie politique aujourd'hui. Et hier, quand vous regardiez sur les plateaux, tout le monde avait gagné, personne n'était responsable de rien. Là, vous aviez quand même un homme politique qui disait « c'est ma faute ». En même temps, je connais un président qui a perdu quelques élections. Vous pouvez pas, franchement, Olivier, vous pouvez pas comparer parce mais que. attendez, quand Ségolène Royal, le soir où elle perd les élections présidentielles, dit je vous emmènerai vers d'autres victoires, c'est pas la même chose. Exactement ça la n'a même rien à voir, Olivier. Ça n'a rien à voir. Là, le traumatisme. En fait, faut bien comprendre. En 2002, vous le savez mieux que quiconque, c'est la première fois que la gauche n'est même pas représentée sous la Ve République. Oui. Ça avait été le cas en 69 d'ailleurs, avec Poher. Vous avez complètement raison. Ça avait pas. Mais vous sortez des années Mitterrand, et il n'est même pas au second tour. Alors je regardais effectivement les élections le premier tour, en tout cas, Jacques Chirac avait fait 19 points. C'est formidable parce que Chirac, il s'est présenté 3 fois, il a toujours fait 19 points. En 80, il a fait 19 points. En 88, il a fait 19 points. Mais il a toujours fait 18, 19 ou 20. À chaque fois, il a fait la même chose. Bon. Jean-Marie Le Pen avait fait 16,86 points. Lionel Jospin avait fait 16,18 points. C'est-à-dire qu'il y avait 4 800 000 voix pour Jean-Marie Le Pen. Il y avait 4 600 000 voix. Il a manqué moins de 200 000. Bon. Après, François Bayrou avait fait 1,9 million, 6,84. Qui se retire de la vie politique française, peut-être Bayrou, qui a perdu hier soir à Pau. Oui, il n'a pas annoncé, mais bon, c'est ce que ça laisse présager. Il a perdu sa ville à Pau à 300 voix d'écart. 300 voix 344 voix. Ah oui, mais là, il y aura peut-être recomptage quand même. On verra, mais... Marc Fesneau a déclaré que c'était pas du tout la fin de la carrière de... C'est pas non plus le début, manifestement. mais bon, elle s'est terminée avec le vote de mais vous êtes sûr, 340 voix c'est un écart très mince. Sur combien d'habitants à Pau? Combien de votes, ça je sais pas, mais pas énormément, je pense. 130 000. Combien? Non, je dirais qu'il y a 130 000 habitants, mais il y a beaucoup moins d'inscrits. Ouais. Bon, François Bayrou donc avait fait 6,84. Arlette Laguillet avait quand même fait 5,72. Au premier tour, 5,72. Mais bien sûr, elle avait fait 1 600 000 voix. Plus qu'Anne Hidalgo. 1 600 000 voix. C'était l'époque où Alain Souchon faisait des Jean-Pierre Chevènement avait fait 1 500 000 voix et Noël Mamère avait fait 1 500 000 voix aussi. Donc c'était pour ça toute cette gauche-là. Donc en fait, si on se projette Arlette Laguillet, Noël Mamère aujourd'hui, tout ça, c'est la même, voilà. Oui, mais la politique, ça consiste quand même à assurer les conditions de la victoire. Oui. Lionel Jospin, il a dit non, mais moi je suis sûr d'être là, je m'en fiche de Taubira, Chevènement, j'essaye pas de les rallier. C'est quand même une faute. Et vous allez voir que c'est la différence avec Mitterrand. Exactement, c'est ça le problème. Et vous allez voir que là, dans les réactions politiques que vous allez avoir sur la mort de Lionel Jospin, on commence déjà à les voir du côté de la France insoumise. Oui. Il salue la mémoire de Lionel Jospin en disant que c'est, je les cite, le dernier Premier ministre de gauche, donc pour enjamber le mandat de François Hollande. Et vous allez voir qu'ils vont, à mon avis, utiliser ce précédent historique pour dire, voilà, vous voyez, le risque, si on arrive désunis à l'élection présidentielle, vous voyez, le risque, c'est de voir la gauche ne pas être au second tour. Regardez cette image simplement de François Mitterrand. Je pense que c'est avant l'élection, ça. Je pense que c'est avant l'élection. Mais ça, je pense même que c'est pendant la campagne, si ça se trouve.